Les marchés battent des records. Nvidia a multiplié sa valeur par 10 en l'espace de 3 ans. Le S&P 500 est à ses plus hauts historiques et la Fed va commencer à baisser ses taux en septembre 2024. L'euphorie règne parmi les investisseurs. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que les signaux d'alerte sont déjà là. Plusieurs indicateurs clés pointent justement dans la même direction. Une récession majeure pourrait se profiler en 2025. Dans cette vidéo, justement, je vais te dévoiler 4 indicateurs clés économiques et financiers essentiels qui révèlent pourquoi une récession en 2025 semble inévitable. Nous allons plonger ensemble au-delà des biais émotionnels des investisseurs pour te montrer la réalité cachée des chiffres. On verra ensemble le chômage, un indicateur qui est directement lié au chômage, les taux d'intérêt et un autre indicateur qui est directement lié au taux d'intérêt. Mais avant, tu dois comprendre une chose. Et c'est cette chose-là qu'il faut que tu comprennes. C'est à propos des médias et des réseaux sociaux. Les médias et les réseaux sociaux te parleront de récession quand il sera déjà trop tard pour réagir. C'est-à-dire que l'on sera déjà en récession lorsqu'ils vont te dire on est en récession. Mais malheureusement, il sera déjà trop tard pour protéger tes investissements. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment anticiper la prochaine crise grâce à des signes avant-coureurs clés. Tu trouveras également sous cette vidéo justement un rapport complet que j'ai pu écrire en reprenant plus de 10 indicateurs de récession. Pour information, nous allons uniquement nous focaliser sur les États-Unis, le marché américain, car c'est ce marché qui drive les marchés mondiaux à l'heure actuelle. On pourrait y revenir dans une autre vidéo si ça vous intéresse que l'on aborde le sujet. Également, tout est tiré de données réelles, de données solides, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émotion ni croyance dans ce que je vous partage ici même dans cette vidéo. Évidemment, les données passées ne signifient pas que cela se reproduira dans les futurs, mais vous verrez que les confluences sont assez élevées. Alors commençons tout de suite justement par le premier indicateur, qui est l'indicateur du chômage américain, qui est l'un des indicateurs le plus suivis. Évidemment, plus le taux de chômage est élevé, moins l'économie se porte bien, plus l'économie se porte mal, ce qui est normal. Donc voici justement l'évolution du taux de chômage aux États-Unis depuis 1945. Comme vous pouvez le voir à travers le graphique bleu, il y a des hausses, il y a des baisses. Ce qui est totalement logique car l'économie parfois se porte mieux et d'autres fois se porte moins bien. Et l'information récurrente que l'on retrouve à chaque fois, c'est littéralement à chaque point bas. Ensuite, il y a une remontée du chômage. Et là, ce que l'on peut voir, c'est qu'une récession arrive. Les récessions sont mises par des bandes rouges. Donc regardons ça ensemble de plus près. C'est un indicateur qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ici, on peut voir par exemple 68, un point bas, un point bas, un point bas, point bas, point bas, point bas. Pareil en 2020. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une récession qui arrive après une nouvelle hausse du taux de chômage. Souvent, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a le point bas, on a une remontée qui se fait de manière lente, puis d'un seul coup, ça explose. Ici, ça explose. Ici, ça explose. Ici, ça explose. Donc ici, c'est notamment la crise de 2008. Et à l'heure actuelle, justement, donc en 2023-2024, on a dépassé un plus bas historique depuis 1968. Donc, le taux de chômage était autour de 3% aux États-Unis, extrêmement bas. Et donc, depuis ce point bas de 2023-2024, regardez, nous sommes en train de monter. Et à l'heure actuelle de cette vidéo, nous sommes à 4,3% de taux de chômage. Et le plus important à retenir, c'est que cette donnée a 100% de réussite. À chaque fois que l'on a atteint un point bas et que le taux de chômage est reparti à la hausse, derrière, on a toujours eu une récession. Donc la réalité, c'est que rien qu'avec cette donnée, on pourrait anticiper une récession à venir dans les mois prochains. Mais pour cela, je vais vous montrer d'autres indicateurs qui sont très intéressants et que l'on peut mettre justement en confluence. Le prochain indicateur, c'est un autre indicateur qui est directement lié justement au chômage. C'est la règle de SAM. La règle de SAM est un indicateur de récession qui a été créé par Claudia Sahm, qui est une macroéconomiste qui a travaillé à la Réserve fédérale, donc la banque centrale américaine que l'on appelle la Fed, et au Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche. Claudia Sahm nous dit justement que si le taux de chômage
augmente de 0,5% ou plus en 3 mois par rapport à son point le plus bas récent des 12 derniers mois, alors il y a une forte probabilité qu'une récession arrive. Et la règle de Sam a été largement reconnue pour sa précision, sa simplicité et sa capacité à refléter rapidement le début d'une récession. Regardons justement la règle de Sam graphiquement. Donc là, c'est une courbe depuis 1960. Et ce que l'on peut voir, au total, il y a eu 9 récessions. Et pour toutes les récessions, sans aucune exception, la ligne des 0,5% de son indicateur a été franchie. On peut le voir en 1960, 74, 90, 2002, 2008, 2020 également. C'était spécifique avec le Covid. Et là, regardez, depuis août 2024, on a de nouveau dépassé la barre des 0,5% de son indicateur. Donc, est-ce qu'une récession pourrait arriver dans les mois à venir? Ça va être très intéressant de suivre cela. Mais honnêtement, c'est un excellent indicateur d'anticipation. Et ça, c'est le deuxième indicateur clé que je voulais vous partager dans cette vidéo. Maintenant, le troisième indicateur que je veux vous partager sont les taux d'intérêt de la Fed. Donc pour rappel, la Fed, c'est la Federal Reserve, c'est la banque centrale américaine. Elle a principalement deux missions. C'est la première, une inflation stable, une inflation avec une target, donc une cible à 2% annuel. Et sa deuxième mission, c'est le plein emploi au sein de l'économie américaine. C'est donc la Fed qui va baisser ou augmenter les taux d'intérêt, ce qui aura un impact sur l'économie. Petit aparté, l'objectif de cette vidéo n'est pas d'entrer dans les détails de son fonctionnement, mais si vous souhaitez en savoir plus, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et au passage, merci de liker, de vous abonner, partager un maximum de valeur. Merci à vous et on reprend tout de suite. Pour stimuler ou ralentir l'économie, la Fed va jouer sur plusieurs leviers, dont un levier qui sont les taux d'intérêt. Plus les taux seront élevés, plus l'économie aura tendance à ralentir. Plus les taux seront bas, plus l'économie aura tendance à être stimulée. Prenons un exemple concret justement, c'est que suite à l'inflation qui s'est propagée dans l'économie depuis 2021, la Fed avait monté ses taux en 2022. Dans le but de quoi? De ralentir la croissance économique pour justement faire diminuer l'inflation. Comme vous pouvez observer justement sur le graphique de l'inflation annuelle, depuis 1992, l'inflation tournait toujours autour de 2-3%. Mais là, depuis 2021, notamment après la Covid-19, l'inflation s'est propagée à une de ses vitesses. On a même atteint plus de 6, voire 7% aux US. Là, c'est au niveau du core CPI. Actuellement, on est revenu à un niveau de 2,4%, sachant que son target, sa cible, c'est 2%. Qu'est-ce que le core CPI? C'est l'indice des prix à la consommation de base. Donc c'est l'inflation qui exclut justement les prix de produits alimentaires et de l'énergie, car ces prix-là sont beaucoup trop volatiles. Donc le core CPI est considéré comme un indicateur plus stable et fiable justement pour évaluer les tendances sous-jacentes de l'inflation. L'inflation plus généralisée au sein de l'économie. C'est pour cela que la Fed, la banque centrale, va vraiment se focaliser sur cette inflation, le core CPI. Et donc à l'heure actuelle, on est à 2,4%. À travers l'inflation, justement, à travers cette donnée, on se rend compte d'une chose. C'est que la Fed commence à avoir confiance au niveau de l'inflation. Parce que l'inflation revient tout doucement à 2%, même si elle doit rester continuellement vigilante. En revanche, il y a son deuxième mandat, rappelez-vous, qui est le plein emploi, qui pose question. Pourquoi? Parce que regardez, hop, hop, ici, le taux de chômage, comme on l'a dit, commence à évoluer. Et aujourd'hui, il a atteint 4,3%. Donc la Fed pourrait mettre un point d'attention plus important sur le taux de chômage et donc le plein emploi. Donc la hausse des taux d'intérêt depuis 2022 commence à avoir un impact sur l'économie, sur l'emploi, qui est de ralentir la croissance économique. Donc potentiellement, la Fed baissera ses taux pour éviter que le chômage augmente davantage. Sauf que vous devez savoir une chose. C'est ça. Regardez. Ici, on a l'évolution des taux de la Fed. Sur le graphique, justement, c'est l'évolution des taux de la Fed depuis 1995. On a une hausse avant la récession de 2000. On a une forte hausse avant la récession de 2008. Également avant 2020, on a une forte hausse. Et là, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2022, on a donc eu notre hausse des taux d'intérêt. Puis, les taux
commence à avoir un impact à l'heure actuelle sur l'économie. Le chômage commence à augmenter. Donc la Fed, elle va se dire, il faut baisser les taux pour que le chômage puisse diminuer et éviter une récession. D'accord. Sauf que d'après notre graphique, à chaque fois que la baisse des taux, 2001, 2008, 2019, et ben en moyenne, dans les 6 mois qui arrivent, une récession se profile. Et regardez, à l'heure actuelle, nous sommes en septembre 2024. Ça fait depuis plus d'un an et demi que la Fed a monté ses taux à un niveau extrêmement haut, à 5,5. Et là, le 18 septembre 2024, elle devrait faire sa première baisse de taux. Qui dit première baisse de taux, dit d'après les données passées, que dans les 6 mois en moyenne, une récession devrait arriver. Si on compte sur 6 mois, ça ferait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Potentiellement, en mars 2025, une récession pourrait justement se profiler. Ce que vous devez vraiment comprendre, c'est qu'une baisse des taux n'entraînera pas une poussée de l'économie, une croissance économique, mais plutôt un ralentissement vers une récession. C'est l'inverse de ce que l'on pourrait penser. La Fed baisse ses taux pour essayer de stimuler de nouveau l'économie, car elle anticipe qu'une récession va arriver. Mais il est généralement trop tard, et donc on entre en récession. Car la hausse des taux a déjà un impact trop conséquent sur l'économie, et donc même si elle essaye de stimuler l'économie, il est trop tard, on va rentrer en récession, car il y aura de plus en plus de faillites, donc le taux de chômage va augmenter, ça fait un peu un cercle vicieux, même si, par la suite, évidemment, l'économie repartira pour un nouveau cycle. Cet indicateur qui est le taux d'intérêt de la Fed est un indicateur ultra intéressant et ultra puissant. Et justement, on va le mettre en relation avec un autre indicateur qui est l'inversion de la courbe des taux, que l'on appelle également la yield curve. Je vous le note, la yield curve. Voilà, donc ça c'est en anglais, le terme technique. Cet indicateur est beaucoup plus avancé. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est indirectement lié au taux d'intérêt. Parce que c'est l'inversion de la courbe des taux du 10 ans moins le 2 ans. Alors, qu'est-ce que le taux à 10 ans et qu'est-ce que le taux à 2 ans? Le taux à 10 ans représente les taux d'intérêt des obligations d'État du Trésor américain sur 10 ans. C'est-à-dire que si vous décidez de prêter de l'argent à l'État américain, celui-ci vous paiera un certain taux. Par exemple, ça va être un taux de 3%, 4%, 4,5%. Ça va dépendre justement des taux d'intérêt de la Fed. Et ce, pendant 10 ans. C'est ce que l'on appelle des obligations. Vous faites le rôle de banquier. Vous prêtez de l'argent à l'État américain. Chaque année, vous versez des intérêts. Et à la maturité, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez prêté votre argent sur 10 ans, alors à maturité dans 10 ans, l'État américain vous reversera votre montant initialement prêté, plus évidemment les taux d'intérêt chaque année. C'est une manière de faire rémunérer son argent liquide. Et l'US2Y est la même chose, sauf que c'est sur 2 ans. Donc US10Y, le taux à 10 ans, c'est sur du moyen long terme. À 2 ans, c'est plus sur du court terme. Ça va nous permettre de faire la différence entre ces deux-là. Pourquoi? Comme c'est visible sur le graphique ci-dessous, donc ça c'est une illustration de compréhension de la courbe des taux, c'est-à-dire que le risque à long terme est toujours plus élevé que le risque à court terme. Si vous prêtez votre argent à une entreprise, à un État sur du long terme, il y a plus de chances qu'il fasse faillite dans 20 ans qu'il ne fasse faillite dans 2 ans. C'est pour ça que le rendement est toujours plus élevé si vous prêtez votre argent sur du long terme. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe des taux dite normale. Et bien l'inversion de la courbe de taux, c'est la même chose, sauf que c'est littéralement inversé. C'est-à-dire que le risque à court terme est plus élevé que le risque à long terme, ce qui est normalement illogique. Donc dans ce cas-là, le marché anticipe un risque économique plus important à court terme qu'à long terme. Et donc le rendement à court terme est plus élevé que le rendement à long terme. C'est théorique, et voici l'illustration justement de la différence entre les taux d'intérêt à 10 ans américains moins les taux d'intérêt à 2 ans américains. Regardez. Voilà, justement, je vous avais noté ici la yield curve. Ici, c'est le graphique qui explique la différence entre les taux à 10 ans moins les taux à 2 ans. Donc, lorsque le graphique est positif, c'est normal. Pourquoi? Parce que le risque à long terme
est plus élevé que le risque à court terme. Donc quand vous faites la différence des deux, vous obtenez une valeur positive, ce qui est totalement logique. En revanche, lorsque US10Y moins US02Y est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que US2Y, celui-ci, est plus élevé que US10Y. Hop, pardon. Donc le risque à court terme est plus élevé que le risque à long terme. Regardez justement la différence US10Y moins US2Y. Graphiquement parlant, à chaque fois que ça s'est inversé, ici, en 2008, là en 2019, il y a une petite touche, et regardez ici en 2024. Et ce qui s'est passé derrière, par rapport aux bandes rouges, une récession s'est profilée juste après. En moyenne, une fois que l'on revient en territoire positif, ici ou encore ici, et bah, en moyenne, dans les 6 mois qui arrivent, une récession devrait se profiler. Et actuellement, vous pouvez observer une chose, c'est que là, depuis tout début septembre, on est revenu en territoire positif sur cet indicateur économique. Donc, on pourrait s'attendre justement à une récession dans les 6 prochains mois. Voici 4 indicateurs qui te disent tous une chose, qu'une récession devrait se profiler assez prochainement, dans les mois à venir et notamment en 2025. J'espère que ce n'était pas trop technique, que c'était compréhensif, c'est surtout que c'était une vidéo un peu plus avancée. Donc si tu souhaites en savoir plus, j'ai fait un rapport complet qui t'explique au moins 10 indicateurs qui te montrent que oui, une récession devrait arriver prochainement. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si tu as des contradictions ou d'autres indicateurs à me partager, n'hésite pas à me le faire savoir. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra t'aider et te faire prendre conscience de la réalité des événements. Mon objectif n'est pas de te faire peur, mais de te faire comprendre que l'euphorie sur les marchés, ce n'est jamais bon. Et qu'il est important de suivre les indicateurs économiques avant même de vouloir acheter sur telle ou telle action. Non. Et vous devez comprendre quel sera l'impact des différents actifs financiers, comment vont-ils se porter au moment de la récession. Que ce soit les matières premières, le marché des actions, le marché des obligations. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, que l'on analyse ensemble justement l'impact que peut avoir une récession sur les différents actifs boursiers. Donc personnellement, oui, moi je vais pas vous cacher, j'attends une récession. Je m'y suis préparé en allouant mon portefeuille financier assez spécifiquement, juste uniquement pour la récession, et me préparer pour le prochain cycle de croissance qui suivra par la suite. Donc si tu souhaites également te préparer au mieux pour cette récession, il te suffit de réserver un appel et on voit ça ensemble. Allez, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. C'était Emilien et on se dit ciao ciao pour la prochaine vidéo.